À bord de l'ambulance, Yumeko se lamente sur sa malchance d'être si laide et grosse. Pour couronner le tout, elle a le cœur brisé car l'homme qu'elle aime est d'une beauté inaccessible, bien trop hors de sa portée. Alors qu'elle sent sa vie s'éteindre doucement, elle entend les ambulanciers dire qu'ils sont presque arrivés à l'hôpital. Cependant, Yumeko a déjà perdu tout espoir, souhaitant se réincarner pour une vie meilleure. Après un certain temps, Yumeko se réveille enfin. Ses parents sont là, inquiets mais soulagés de la voir enfin éveillée. Cependant, Yumeko ne les reconnaît pas, ni même elle-même. Ses parents lui expliquent qu'elle a tenté de se suicider, mais qu'elle a miraculeusement survécu à cette épreuve. Yumeko est choquée et confuse, se demandant pourquoi elle aurait voulu se tuer. Son père exprime son soulagement que son visage ne porte pas de cicatrices, ce qui rend Yumeko curieuse. Elle demande un miroir pour se voir, mais sa mère lui dit qu'il n'en garde pas car Yumeko les déteste, puis lui tend un téléphone à la place. Yumeko regarde son reflet sur l'écran du téléphone et au lieu du dégoût, elle se trouve super mignonne, ce qui choque ses parents. Elle complimente sa peau impeccable et ses yeux de chiot, tandis que ses parents la regardent, incrédules, stupéfaits que leur fille, qui se détestait tant, soit enfin heureuse de son apparence. Mais au lieu de partager sa joie, il panique et appelle le médecin craignant que Yumeko ne soit devenue folle. Le docteur explique plus tard que Yumeko souffre d'amnésie rétrograde due à un traumatisme cérébral et que les changements de personnalité sont fréquents. La mère de Yumeko craint que les voisins ne les trouvent étranges, mais son père et le médecin sont simplement reconnaissants que Yumeko ait survécu. Yumeko, elle aussi, est reconnaissante de n'avoir perdu que sa mémoire. Elle tourne dans la pièce, chantant joyeusement, tandis que ses parents la rejoignent à contre-cœur. Tenant les mains de ses parents, elle leur dit à quel point elle est heureuse de les avoir. Quand elle rentre enfin chez elle, Yumeko admire le côté douillet de sa chambre en désordre. Mais lorsqu'elle ouvre son armoire, elle trouve les vêtements plutôt ternes et sans grand intérêt. Elle trouve une jolie chemise à essayer mais ne trouve pas de miroir pour voir comment elle lui va. Se souvenant de ce que sa mère a dit, elle commence à reconstituer les raisons pour lesquelles elle aurait pu vouloir mourir. Elle réalise qu'elle pourrait trouver plus d'indices via son téléphone et l'allume rapidement pour chercher des réponses. En regardant sa galerie de photos, Yumeko remarque qu'elle n'a aucune photo d'elle-même. Elle aperçoit un dossier intitulé « Mon endroit heureux » et l'ouvre curieusement. À son horreur, le dossier contient d'innombrables photos d'un homme qu'elle ne reconnaît absolument pas. Elle réalise que toutes les photos ont été prises en secret et commence à se demander si elle n'était pas une sorte de harceleuse. Alors que cette pensée la trouble, on frappe à sa porte. Sa mère lui rappelle que leur voisin pourrait commencer à poser des questions, il est donc préférable qu'elle retourne travailler rapidement. Curieuse, Yumeko demande quel âge elle a. Quand elle apprend qu'elle a 24 ans, elle s'illumine, ravie à l'idée d'être une adulte. Excitée de découvrir le genre de vie qu'elle menait auparavant, elle dit joyeusement à sa mère qu'elle retournera travailler dès demain. Le lendemain, Yumeko se rend joyeusement à son travail, portant fièrement une jolie tenue qu'elle a trouvée dans son armoire. Elle réalise qu'elle est presque arrivée et sourit avec enthousiasme. En chemin, elle remarque un parc à proximité et pour une raison quelconque, se sent attirée à le traverser. Laissant ses pieds la guider, elle admire le paysage jusqu'à ce qu'elle aperçoive un homme accroupi derrière des buissons, l'air pâle. Inquiète, elle s'approche pour lui demander s'il va bien, mais se fige lorsqu'elle le reconnaît comme l'homme de ses photos. Par précaution, elle lui demande s'ils se sont déjà rencontrés. L'homme secoue la tête et Yumeko réalise à quel point elle a dû être étrange de prendre secrètement des photos d'un inconnu. Mettant de côté son embarras, elle se concentre sur l'aide à lui apporter. Yumeko s'éloigne en courant et revient quelques instants plus tard, les mains remplies d'eau n'ayant pas trouvé de distributeur. L'homme essaie de refuser poliment, mais Yumeko insiste, lui disant que s'il ne se sent pas bien, il devrait se reposer au lieu de se forcer. Yumeko lui dit que prendre une pause peut réellement aider, déclarant fièrement qu'elle était récemment au bord de la mort. Mais grâce à un repos bien mérité, elle est prête à affronter le monde. Tandis qu'elle parle, elle remarque les cernes sous ses yeux. Elle le réprimande de ne pas dormir suffisamment, lui disant qu'il gâche son joli visage. L'homme la regarde avec surprise, puis commence à rire doucement, la trouvant amusante. Gênée, Yumeko rougit à son sourire et boude qu'il doit aller bien puisqu'il a l'énergie de flirter. Alors qu'elle court, elle est choquée par la chaleur de son visage. Pendant ce temps, l'homme, Kisuke, est retrouvé par son subordonné. Arrivant enfin dans son service, Yumeko annonce fièrement qu'elle est de retour, mais est stupéfaite quand tout le monde la fixe avec des expressions vides. Elle demande à l'une de ses collègues de bureau si quelqu'un se souvient d'elle. La dame répond rapidement que oui, c'est juste que tout le monde est sous le choc parce qu'elle a l'air si différente. Yumeko suppose que c'est parce qu'elle est trop belle aujourd'hui. Soudain, une voix intimidante derrière elle demande si elle a survécu. Sans hésitation, elle explique qu'elle a perdu la mémoire et aura besoin de l'aide de tous pour s'adapter. L'homme se présente comme son superviseur direct Mizuno et demande à chacun de l'aider de toutes les manières possibles. Yumeko remarque alors qu'elle transpire, signe qu'elle est nerveuse en présence de Mizuno. La journée de travail commence et la dame de tout à l'heure l'emmène à une réunion. Yumeko décide qu'elle devait être une nuisance auparavant, alors elle résout de se lier d'amitié avec elle. Elle apprend que le nom de la dame est Saki. La réunion s'avère porter sur les chips, ce qui rend Yumeko inopinément excitée. Cependant, le reste de l'équipe semble peu enthousiaste, pensant que la proposition est vouée à être rejetée. Yumeko veut contribuer, mais réalise rapidement qu'elle n'a aucune idée de ce qu'il faut dire.
Elle fouille dans son sac et en sort un petit carnet d'idées. Au début, elle sourit, impressionnée par toutes les notes créatives, jusqu'à ce qu'elle tourne une page et voit des commentaires durs où son ancien moi l'insultait d'être grosse. Son cœur se serre, mais elle décide de vivre différemment maintenant. Elle élève la voix et suggère de créer des saveurs estivales en poudre, comme la pastèque, le ramune et la glace pilée, à saupoudrer sur les chips. 2 membres disent immédiatement que cela semble dégoûtant, mais Saki intervient, affirmant que l'idée pourrait devenir virale en ligne en raison de son caractère unique. De son siège, Mizuno sourit faiblement. Peu après, la réunion est ajournée, Yumeko étant la seule à avoir eu une idée. Yumeko reste en arrière, fixant son carnet. Elle se sent mal que son ancien moi ait tant lutté, mais elle est aussi reconnaissante pour toutes les idées créatives laissées derrière elle. Déterminée à rester positive, elle ajoute une nouvelle page remplie de mots encourageants. Soudain, son téléphone sonne, un policier est à l'autre bout du fil, ce qui fait paniquer Yumeko, pensant qu'ils ont découvert les étranges photos sur son téléphone et la croix harceleuse. Mais l'officier lui dit qu'il pense que sa tentative de suicide pourrait être une tentative de meurtre, et ils veulent des informations sur ce qui s'est passé. Yumeko admet avoir perdu la mémoire et l'appel se termine rapidement. Au début, elle trouve l'idée ridicule, mais son imagination commence ensuite à s'emballer, pensant que le coupable pourrait être Kisuke ou quelqu'un qui est amoureux d'elle. Avant que ses fantasmes ne s'emballent davantage, son estomac gargouille soudainement. De retour au service, Saki est entourée de plusieurs employés masculins qui lui demandent Jarm de se joindre à eux pour le déjeuner. Alors qu'elle réfléchit avec qui aller, quelques femmes la regardent avec envie. À ce moment-là, Yumeko fait irruption, se précipitant aux côtés de Saki, la remerciant pour son soutien. Les hommes commentent immédiatement la gentillesse de Saki pour son aide. Yumeko suppose que les éloges lui sont adressés, mais quand les hommes essaient de clarifier, elle refuse d'écouter. Attrapant Saki par le bras, elle l'invite à déjeuner, mais les hommes protestent, disant qu'ils ont demandé en premier. Yumeko se méprend à nouveau, pensant que les garçons se disputent de son attention, et leur dit joyeusement qu'ils sont tous les bienvenus, complètement inconscientes que c'est Saki qui les intéresse. Au déjeuner, Yumeko dévore avec enthousiasme chaque plat sur la table, les hommes choqués par son grand appétit. Elle se sert même dans les assiettes des autres. Quand l'un d'eux plaisante qu'elle est grosse à cause de ce qu'elle mange, Yumeko répond avec assurance qu'elle doit manger beaucoup pour maintenir ses belles proportions. Saki admet que lorsqu'elle mange trop, son visage devient rond. Yumeko l'assure que les filles deviennent en fait plus attirantes quand elles prennent un peu de poids, mais cela ne fait que faire rire les hommes encore plus fort, pensant qu'elle ne fait que des excuses pour ne pas faire de régime. Après le déjeuner, Yumeko se sent somnolente, alors Saki lui offre des bonbons à la menthe et lui explique quel point de pression pincer pour rester alerte. Yumeko jette un coup d'œil autour d'elle et remarque à quel point le bureau de Saki est bien rangé. Yumeko pense qu'en termes de beauté, elle semble être à égalité. Saki est facilement d'accord, mais souligne que le bureau de Yumeko est en désordre. En regardant de plus près, Yumeko réalise que son ancien moi avait rempli le tiroir d'innombrables carnets d'idées. Saki demande ensuite ce qui l'a poussé à prendre la parole lors de la réunion plus tôt. Yumeko montre fièrement l'un des carnets, expliquant que son ancien moi avait tant d'idées, mais manquait de courage pour les partager. Saki feuillette quelques pages, ses yeux s'écarquillant à mesure qu'elle lit. Yumeko sourit, disant que son ancien moi devait adorer les snacks et les sucreries, et qu'elle veut que ses idées soient enfin entendues. Avant qu'elle ne puisse discuter davantage, Mizuno interpelle Yumeko. Mizuno informe Yumeko que l'équipe a décidé d'aller de l'avant avec son idée et lui dit de préparer une présentation. Yumeko accepte, mais elle se sent légèrement mal à l'aise autour de Mizuno, bien qu'elle ne puisse pas vraiment comprendre pourquoi. Il demande ensuite à Saki de terminer des documents, lui faisant même un compliment. Cependant, Yumeko remarque que Saki n'a pas l'air heureuse. Plus tard ce soir-là, alors que Yumeko étudie comment faire une présentation, elle décide qu'elle demandera l'aide de Saki demain. Ses pensées dérivent d'art vers Kisuke, se demandant si elle le reverra. Réalisant qu'il se fait tard, elle se souvient qu'elle doit encore acheter des vêtements pour impressionner son coup de cœur. Elle est certaine que son ancien moi était amoureuse de Kisuke, mais n'avait jamais eu le courage de l'approcher. Maintenant, elle se sent confiante de pouvoir le faire. Le lendemain matin, Yumeko se promène dans le même parc et finit par apercevoir Kisuke à nouveau. Ils se saluent et Yumeko s'empresse de trouver une bouteille d'eau à lui offrir. Kisuke sourit et lui montre qu'il en a apporté une. Ils discutent un moment et elle apprend que Kisuke visite le parc tous les matins avant le travail car il a une signification particulière pour lui. Yumeko est d'accord, disant qu'elle trouve aussi le parc important, mais admet qu'elle ne se souvient pas pourquoi. Quand elle révèle qu'elle s'est cogné la tête et a maintenant l'amnésie, Kisuke a l'air choqué, disant qu'il n'aurait jamais deviné qu'elle venait d'un passé difficile. Yumeko en rit, disant que la vie est excitante maintenant puisque tout lui semble nouveau. Kisuke sourit chaleureusement et lui dit qu'il aimerait qu'ils soient amis, espérant qu'ils se reverront. Quand Yumeko arrive au bureau, elle rêve encore de leur conversation pour réaliser qu'elle n'a jamais demandé son nom. Saki entre peu après et complimente Yumeko pour son apparence mignonne. Yumeko est sur le point de lui demander de l'aide, mais Saki refuse rapidement, disant qu'elle est occupée et s'éloigne en hâte. Yumeko se dirige vers la salle de bain, se réprimandant doucement d'être égoïste. Dans les toilettes, elle entend des filles bavarder non seulement d'elle mais aussi de Saki, la traitant d'inutile et affirmant que Saki n'est là que comme ornement de bureau. C'en est assez pour que Yumeko intervienne.
bien qu'il lui faille un instant pour se faufiler par la porte, et elle réprimande les filles pour avoir mal parlé de Saki. Elle leur rappelle aussi que son propre visage et son corps lui ont été donnés par Dieu, il n'y a donc aucune raison d'être jalouse. Au lieu de cela, elle les encourage à se concentrer sur leurs bonnes qualités. En dehors de la salle de bain, Saki entend tout. Au lieu de se sentir reconnaissante, elle se sent irritée. Une petite partie d'elle souhaite que Yumeko soit restée sombre et silencieuse. De retour à son bureau, Yumeko termine enfin la présentation et rayonne de satisfaction. Mais quand elle ouvre son tiroir, elle se fige car ses carnets ont disparu. Alors que Yumeko cherche frénétiquement autour de son bureau ses carnets manquants, Mizuno s'approche et lui rappelle que sa présentation est prévue pour 16h. Yumeko force un sourire, faisant semblant que tout va bien, mais dès qu'il s'éloigne, son calme se brise. Jetant un coup d'œil à l'horloge, elle voit qu'il est déjà 11h. Sans son carnet, elle se sent complètement perdue. Elle commence à se demander si quelqu'un les a volés. Étrangement, cette pensée la réconforte. Pour elle, il est logique que quelqu'un veuille les prendre. Après tout, elle doit être un génie. Sortant de sa rêverie, elle demande si quelqu'un a vu 10 carnets. Pendant ce temps, dans le vestiaire, Saki cache les carnets même que Yumeko cherche. Juste au moment où elle a fini, Mizuno entre et lui demande si elle peut aider Yumeko avec sa prochaine présentation puisque c'est sa première et qu'elle se remette encore de son amnésie. Saki hésite puis demande pourquoi il a décidé de retenir l'idée de Yumeko en premier lieu. Mizuno explique que le département a désespérément besoin d'un succès et le concept inhabituel de Yumeko pourrait être exactement ce dont ils ont besoin pour renverser la situation. Saki demande s'il a même examiné les idées qu'elle a soumises. Mizuno confirme, disant qu'il l'a fait, mais qu'elles étaient trop génériques et n'auraient pas impressionné la direction. Alors qu'elle retourne à son bureau, elle entend Yumeko et plusieurs collègues parler. Yumeko a sollicité leur aide pour retrouver ses carnets disparus et le groupe commence à spéculer. Certains pensent qu'ils ont été volés, mais un membre de l'équipe de planification insiste que personne dans leur département ne s'abaisserait à un tel niveau. Voler la présentation d'une autre personne les marquerait comme un mauvais collègue. Saki se fige, la culpabilité tordant sa poitrine. Incapable de supporter cela, elle s'élance hors du bureau. Yumeko décide de procéder à la présentation sans ses carnets, mais a du mal à organiser ses pensées. Elle veut demander de l'aide à Saki, mais quand elle se tourne vers son bureau, la chaise de Saki est toujours vide. Su et d'autres commencent aussi à chercher Saki, ayant besoin de son aide pour diverses tâches. Quand ils essaient d'appeler son téléphone, elle ne répond pas. Mizuno demande si quelqu'un l'a vue, et Yumeko mentionne qu'elle l'a vue plus tôt dans la matinée, mais Saki semblait pressée. Mizuno se souvient aussi de leur brève conversation, notant que Saki avait l'air inhabituellement pâle. Quand Yumeko demande s'il a dit quelque chose pour la contrarier, Mizuno admet qu'il a dit à Saki que ses idées pouvaient être trop génériques pour être présentées. Il demande ensuite à tout le monde d'arrêter de s'inquiéter pour Saki et de se concentrer sur leur travail. Yumeko ressent soudain une vague d'inquiétude. Elle ne peut se défaire de l'idée qu'elle doit quelque chose à Saki, qui a toujours été gentil avec elle. Quand un collègue s'approche pour prendre de ses nouvelles, Yumeko se lève brusquement et déclare qu'elle sera de retour. Elle s'élance hors du département à la recherche de Saki. Elle vérifie chaque pièce, mais Saki est introuvable. Ses pieds l'amènent finalement à l'extérieur du bureau et une angoisse grandissante s'installe dans sa poitrine. Haletante, Yumeko s'arrête pour reprendre son souffle, mais refuse d'abandonner. Sa recherche l'amène à un petit parc près du bureau. Là, sur un banc, elle aperçoit Saki fixant le vide. Yumeko se précipite vers elle, essoufflée et trempée de sueur. Yumeko parvient à dire que la pause déjeuner est finie et que le bureau se sent perdu sans elle. Mais Saki insiste que ce n'est pas vrai. Elle croit que le bureau n'a pas besoin d'elle. Puis, d'un ton plus sec, elle accuse Yumeko d'être venue seulement pour la réprimander. Alors qu'elle s'emporte, le sac en papier qu'elle tient lui échappe, répandant les carnets manquants de Yumeko sur le sol. Saki se prépare à la colère ou à la déception, mais au lieu de cela, Yumeko sourit de soulagement, supposant que Saki les avait simplement trouvés pour elle. Saki ricane et traite Yumeko d'idiote. Elle admet que c'est elle qui a volé les carnets, quand Yumeko demande gentiment pourquoi Saki confesse que malgré toutes ses études et ses efforts, elle se sent vaincue par Yumeko. Elle est dans l'entreprise depuis 2 ans, pourtant aucune de ses idées n'a jamais été approuvée. Yumeko, quant à elle, vient de revenir et a déjà un projet en cours. La voix de Saki se brise alors qu'elle se traite d'inutile, bonne seulement pour la documentation, quelque chose que n'importe qui pourrait faire. Elle tend les carnets et dit qu'elle ne peut pas retourner travailler, mais Yumeko lui prend fermement la main et lui dit qu'elle devrait venir rentrer ensemble, car elle a besoin de l'aide de Saki. Yumeko la remercie sincèrement, Saki a été la première à l'aider quand elle est revenue au bureau après avoir perdu la mémoire. Ces documents sont toujours propres, détaillés et dignes des éloges de leur chef. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire. Yumeko insiste que si ses propres idées sont bonnes, elle est tout aussi émerveillée par le travail acharné de Saki. Émue aux larmes, Saki commence à pleurer alors qu'elle retourne au bureau main dans la main. Elle renifle et dit à Yumeko que ses mains sont étonnamment douces, comme des guimauves. Une fois de retour au bureau, Mizuno les réprimande pour avoir disparu. Mais après un avertissement sévère, il leur permet de reprendre le travail, car il ne reste qu'1 heure avant la présentation. Yumeko et Saki échangent des sourires confiants, sûrs de pouvoir encore y arriver à temps. Certains collègues essaient d'attirer l'attention de Saki, mais elle les repousse, disant que la présentation de Yumeko est la priorité absolue.
Elle sourit gentiment et ajoute qu'à partir d'aujourd'hui, elle ne fera plus de café pour personne. Saki rassure Yumeko qu'elle s'occupera du brouillon de la présentation et lui dit de se concentrer sur la répétition de ses répliques. Yumeko commence immédiatement à répéter ce qu'il faut dire tandis que les doigts de Saki volent sur le clavier. Saki termine le brouillon en un temps record, imprime des copies pour tout le monde et Yumeko les livre à la salle de réunion. Quand tout est enfin prêt, les deux regardent ce qu'elles ont accompli. Pourtant, Saki lui rappelle qu'elles ne peuvent pas célébrer tant que la présentation n'est pas approuvée. Se serrant les mains, elle souhaite le meilleur juste au moment où l'on annonce que les dirigeants sont prêts. Les gens commencent à entrer dans la salle de réunion et à la surprise de Yumeko, elle aperçoit Keisuke parmi eux. Saki se penche et lui chuchote qu'il est le vice-président de l'entreprise. Surprise, Yumeko essaie de lui faire un signe de la main, mais Keisuke ne réagit pas. Un petit pincement de doute la frappe car elle croit que le vice-président est différent de l'homme du parc. Keisuke s'incline poliment devant Mizuno, le remerciant pour son temps, mais Mizuno l'ignore ostensiblement. Confuse, Yumeko commence à demander pourquoi leur patron ignore le vice-président, mais Saki l'attire rapidement à part et lui fait signe de se taire. La présentation commence peu après, Yumeko introduit avec confiance son concept de chips aux saveurs estivales. Elle invite tout le monde à essayer l'échantillon qu'ils ont préparé, une chips bleu vif, saveur ramune, destinée à évoquer le rafraîchissement estival. Keisuke est le premier à l'essayer. Après une mastication réfléchie, il dit que la chips n'est pas assez bonne car elle manque de saveur et d'attrait visuel. Saki et Mizuno supposent donc que l'idée a été rejetée, mais Yumeko est soudainement d'accord avec Keisuke, ravi que seul l'échantillon ait échoué, pas le concept lui-même. Elle commence à se féliciter avec enthousiasme pour cette percée et explique avec empressement comment le produit final peut être amélioré. Yumeko parvient à apercevoir Keisuke rire doucement avant qu'il ne reprenne rapidement son expression sérieuse. Il hoche la tête et est d'accord avec son évaluation, déclarant que le concept est prometteur mais nécessite des améliorations. Il leur donne 2 jours pour apporter les ajustements nécessaires. Ce soir-là, les filles célèbrent autour de yakitori. Yumeko se demande si ce genre d'endroit convient à Saki, supposant qu'elle est du genre à préférer un bar chic. Mais Saki la rassure en riant, disant qu'elle adore les yakitori, et célébrer avec Yumeko rend la chose encore meilleure. Yumeko rayonne, prête à savourer pleinement leur petite victoire, mais Saki la rappelle vite à l'ordre. Réussir la présentation ne signifie pas que tout est fini. Il leur reste encore beaucoup de travail à accomplir. Leur discussion dévie sur Keisuke et Yumeko fait remarquer à quel point il semble jeune pour un vice-président. C'est assez surprenant. Quand elle demande s'il est le fils du président, Saki partage ce qu'elle sait. Elle révèle que Keisuke faisait initialement partie du service de planification et s'entendait très bien avec Maizono. Mais après la promotion de Keisuke, Maizono est soudainement devenu très distant, c'est un fait notable. Saki explique ensuite que Keisuke n'est en fait pas du tout lié au président. Le président a bien une fille qui se trouve être mariée à Maizono. Selon Saki, la rumeur dit que Maizono devait devenir vice-président, mais le poste a été attribué à Keisuke à sa place, ce qui a créé des tensions. Puis elle ajoute une rumeur encore plus croustillante. La femme de Maizono aurait une liaison avec Keisuke et aurait utilisé son influence pour lui obtenir le poste. Saki admet que ce ne sont que des ragots de bureau, bien qu'elle soit assez certaine que Maizono et son épouse sont déjà séparés, c'est une situation délicate. Yumeko a du mal à y croire car Keisuke semblait bien trop gentil pour être impliqué dans quelque chose d'aussi scandaleux. Mais elle se souvient alors à quel point il avait été froid plus tôt dans la journée et une incertitude grandissante s'insinue en elle, la troublant profondément. Elles décident toutes les deux de donner le meilleur d'elles-mêmes pour rendre la prochaine présentation absolument parfaite. Le lendemain matin, Yumeko se rend au parc où elle voit habituellement Keisuke, mais il n'est pas là. Déçue, elle marche jusqu'au bureau seulement pour l'apercevoir en train de quitter le service de planification, ce qui est inattendu. Quand elle salue ses collègues, tout le monde la fixe avec un regard étrange et horrifié. Il lui explique que Keisuke venait de passer et lui avait laissé une glacière. Yumeko se demande rêveusement si c'est un petit geste pour l'encourager, mais ses collègues, eux, sont très suspicieux. Tandis que le groupe débat de ce qui pourrait bien se trouver à l'intérieur de la glacière, ils se rassemblent autour de Yumeko, impatients de la voir l'ouvrir. À leur grande surprise, elle est remplie de bouteilles de ramune. Leur tension s'apaise et ils commencent à penser que peut-être Keisuke n'est pas une personne si froide après tout, ce qui est un soulagement. Malgré tout, Saki ne peut pas se détendre. Elle rappelle à tout le monde que leur présentation doit être refaite et que la date limite est demain. Elle soupire, souhaitant qu'on leur ait donné un indice plutôt qu'un simple rafraîchissement. Un collègue fait remarquer qu'en tant que membre du service de planification, trouver des solutions est de toute façon leur travail, leur mission principale. Il décide d'ouvrir une bouteille pour lui-même, mais dès qu'il pousse la bille à l'intérieur, la boisson pétille et déborde, répandant son liquide étincelant sur le sol. Yumeko fixe la flaque scintillante et une idée lumineuse lui vient à l'esprit, une véritable inspiration. Elle attrape la main de Saki et lui dit de la suivre. Ensemble, elles se précipitent vers la salle de recherche et développement alimentaire, prête à tester le nouveau concept de Yumeko. Elle travaille toute la journée et jusque tard dans la nuit, mélangeant, testant et goûtant sans relâche. À l'aube, leur épuisement se transforme en fierté alors qu'elles contemplent leur résultat final, des chips qui ont un aspect et un goût complètement différents de leur première tentative. Elles se tapent dans la main, souriant malgré la fatigue, fières de ce qu'elles ont créé après plus de 24 heures de travail acharné et ininterrompu. Lorsque la réunion commence, chaque cadre se voit servir un petit bol des nouvelles chips. Keisuke prend la première bouchée et cette fois, ses yeux s'écarquillent de surprise alors que la chips pétille et éclate dans sa bouche. Yumeko explique avec enthousiasme qu'ils ont ajouté des bonbons pétillants écrasés pour rehausser la saveur ramune et créer une sensation rafraîchissante et éclatante.
Keisuke se penche vers le président et admet discrètement que bien que le produit soit risqué, cela pourrait être quelque chose qui vaut la peine d'être tenté. La décision finale lui revenant, Keisuke approuve le produit. Saki et Yumiko s'étreignent, à peine capables de contenir leur immense excitation. Alors que Keisuke est sur le point de quitter le bâtiment, Yumiko l'interpelle. Il fait signe à son assistant d'avancer et reste en arrière. Il s'excuse de l'avoir manqué au parc le matin précédent, expliquant qu'il était sorti acheter du ramen et avait complètement perdu la notion du temps. Il ajoute que, étrangement, il n'a pas ressenti sa vague d'anxiété habituelle en cherchant la boisson et il la remercie pour cela. Yumiko commence à le remercier pour l'indice, mais Keisuke secoue la tête, affirmant que c'est lui qui lui est redevable et non l'inverse. Son optimisme lui donne envie de soutenir son succès. Il lui fait ses adieux, promettant de la retrouver au parc comme à l'accoutumée. Une fois qu'il est hors de vue, Yumiko ne peut s'empêcher de célébrer, soulagée que Keisuke soit vraiment une personne si gentille et bienveillante. Elle se convainc qu'il n'y a aucune chance qu'il soit impliqué dans une quelconque liaison. Sentant son cœur s'emballer, elle réalise qu'elle veut tout savoir de lui, car elle est certaine d'être amoureuse. Soudain, un homme mystérieux l'interpelle, la prenant complètement par surprise, ce qui est inattendu. Motoki se présente comme un détective du commissariat de police, expliquant qu'il est venu parce que Yumeko ne s'était pas présentée pour un interrogatoire complémentaire comme elle l'avait promis. Yumeko se souvient de l'appel téléphonique et s'excuse sincèrement. Quand elle demande si c'était Motoki qui avait appelé, il répond que c'était en fait son subordonné. Au même moment, Shunzaburo fait irruption dans le bâtiment, annonçant que c'était lui qui avait passé l'appel. Réalisant qu'ils attirent l'attention, Motoki suggère de déplacer la discussion vers un café voisin pour plus de discrétion. Au café, Motoki dit à Yumiko qu'il soupçonne maintenant que son affaire pourrait être une tentative de meurtre. Il la décrit comme une malice profondément enracinée, ce que Yumiko comprend mal comme racine de lotus frites, ce qui lui donne soudainement faim, c'est assez amusant. Shunzaburo clarifie que quelqu'un pourrait la haïr sincèrement. Il récapitule ce qu'ils savent et l'informe que l'incident a eu lieu vers 16h dans un hôtel abandonné, sans aucun lien avec son domicile ou son lieu de travail, ce qui est étrange. L'endroit était isolé et il n'y avait aucun témoin. Il l'interroge sur les personnes dans sa vie, notant que les dossiers montrent qu'elle n'a ni amis proches ni partenaire romantique. Interrogée sur le jour de l'incident, Yumeko explique qu'elle ne se souvient de rien à cause de la grymésia, une amnésie particulière. Motoki lui demande alors si elle a des notes ou des indices de son passé, ce qui pousse Yumeko à sortir l'un de ses vieux carnets d'idées. Elle le lui tend, affirmant que cela prouve qu'elle aimait beaucoup les sucreries autrefois, c'est une preuve irréfutable. Alors que Motoki feuillette le carnet, il remarque une double page troublante remplie de remarques haineuses. Quand il l'interroge à ce sujet, Yumeko explique que la page de gauche a été écrite par son ancien moi, qui luttait contre la haine de soi, tandis que la page de droite reflète son moi actuel qui essaie d'aller de l'avant, de progresser. Interrogée sur ses collègues, Yumeko décrit Saki comme une rivale amicale avec qui elle boit souvent, Yutaka comme un collègue de bureau joyeux et Masakiko comme quelqu'un qui prend toujours soin d'elle. Elle ajoute que son chef, Hiroki Mizono, est distant mais qu'il soutient ses idées, ce qui est appréciable. Finalement, Motoki évoque Keisuke, notant qu'il est le vice-président de l'entreprise. Yumeko insiste sur le fait qu'ils n'ont parlé que de travail après une présentation. Cependant, Motoki révèle que la police a récemment reçu des informations suggérant que Keisuke a une liaison avec la femme de Hiroki, ce qui est une accusation grave. Il se demande à voix haute si Keisuke pourrait être le genre d'homme à faire des avances à d'autres femmes, y compris à Yumeko. Yumeko nie immédiatement l'accusation, affirmant qu'elle ne croit pas à cette rumeur et insiste sur le fait que Keisuke est un homme bon, une personne intègre. Avec un sourire fier, elle ajoute qu'il est tout à fait naturel qu'il puisse lui faire des avances, puisqu'elle est la femme idéale, après tout. Motoki soupire et la traite de naïve, lui rappelant que tout le monde ne peut pas être aussi bon qu'elle le pense. Il souligne que Saki pourrait l'utiliser pour paraître meilleur pour son propre avantage. Hiroki aurait pu faire quelque chose au travail qui lui a coûté son poste et sa femme et le reste de ses collègues pourraient agir différemment quand elle n'est pas là. Yumeko devient défensive, demandant pourquoi il est si méchant. Motoki répond calmement que ce n'est pas de la cruauté, c'est simplement du bon sens de ne pas prendre les gens pour argent comptant, de ne pas se fier aux apparences. Frustré, Yumeko insiste sur le fait que ses collègues de bureau sont tous de bonnes personnes et quitte le café en trombe. Motoki court après elle, l'appelant à propos du carnet Schifferbacher. Quand il la rattrape, il lui demande si elle plaisantait en disant qu'elle était la femme idéale, c'était une question sérieuse. À sa grande surprise, Yumeko est complètement sérieuse. Motoki ricane et la traite cruellement de folle, disant qu'elle est objectivement en surpoids et loin d'être belle. Il ajoute que son ancien moi était probablement plus consciente d'elle-même, plus lucide sur sa situation. Humiliée et en colère, Yumeko décide qu'elle déteste Motoki. Elle attrape son carnet et retourne en trombe à son bureau, se demandant amèrement si son passe-temps est de se moquer des jolies filles. Alors qu'elle entre dans son service, elle est accueillie par une pluie de serpentins et de confettis. Ses collègues de bureau l'acclament, lui disant qu'ils organisent une petite célébration pour leur premier produit depuis des années. Saki rayonne et la conduit à une table de collation. Souriant chaleureusement, Yumeko se sent rassurée que ses collègues soient de bonnes personnes, des gens bienveillants. Yutaka propose de couper une paire avec son couteau, mais la vue de la lame rend Yumeko pâle comme un linge, alors qu'un souvenir enfoui refait surface, un souvenir rempli de haine de soi et de douleur. Saki remarque sa réaction et lui demande si elle va bien, si tout est en ordre. Yumeko force un sourire et insiste sur le fait qu'elle va bien. Pendant ce temps, en retournant au commissariat, Shunzaburo déplore leur manque de progrès. Sa déception se transforme en choc lorsqu'il remarque Motoki en train de faire défiler le téléphone de Yumeko. C'est une surprise totale! Il l'avait apparemment pris sans qu'elle ne le remarque et est déjà en train de fouiller ses données. Motoki trouve un dossier rempli de photos de Keisuke, toutes prises secrètement et à distance. Cette découverte le fait douter des affirmations d'amnésie de Yumeko et il en conclut qu'il devrait continuer à la surveiller de très près avec une attention particulière.
Jetant le téléphone à Shunzaburo, il lui ordonne de le déposer comme téléphone perdu à l'accueil et de garder un œil sur Keisuke, tandis que lui-même se concentrera sur la surveillance de Yumeko. Chez elle, Yumeko fouille chaque recoin de sa chambre, devenant de plus en plus anxieuse lorsqu'elle ne trouve pas son téléphone. C'est une situation stressante. Elle se demande si elle l'a égaré ou si quelqu'un l'a volé. Ses pensées dérivent brièvement vers Saki, se souvenant d'une fois où Saki lui avait déjà pris des affaires, mais elle chasse rapidement cette idée, se giflant les joues pour se reconcentrer, pour retrouver sa lucidité. Saki ne ferait pas ça maintenant puisqu'elles sont en bons termes. Elle blâme Motoki d'avoir mis de drôles d'idées dans sa tête. Elle essaie de se convaincre qu'elle a laissé le téléphone au travail et qu'elle peut le récupérer. Elle se précipite au bureau pour le chercher mais ne trouve absolument rien. C'est une déception. Au matin, épuisée et inquiète, elle est assise seule dans le parc, plongée dans ses pensées. Keisuke l'aperçoit et la salue chaleureusement, lui demandant comment se porte le service de planification. Ils partagent même comment ils ont récemment eu une petite célébration. S'illumine, lui disant que tout le monde est agit de cette manière grâce à elle, que les choses qu'elle a un certain pouvoir très bien. Les gens, c'est une bonne nouvelle d'avance de ce qu'elle pourra accomplir, de ses futurs succès. Yumeko rougit, admettant qu'il l'inspire tout autant. Parler avec lui la remplit de courage pour la première fois. Elle se sent prête à affronter son passé, même si cela l'effraie profondément. De loin, Motoki observe les deux avec des yeux plissés, un regard scrutateur. Leur langage corporel semble bien trop familier pour une simple relation de travail. Shunzaburo arrive et tend un dossier à Motoki. À l'intérieur se trouvent des photos de surveillance de Keisuke dînant la nuit précédente avec la femme de Hiroki, Rikako, dans un hôtel de luxe. C'est une preuve accablante. Pendant ce temps, Keisuke décide qu'il est temps d'aller travailler et termine sa boisson. Yumeko complimente sa discipline et Keisuke rit doucement, disant que rester hydraté est devenu une habitude et que c'est grâce à elle qu'il a pu respirer plus facilement ces derniers temps. C'est un grand changement. Yumeko l'interroge sur ces épisodes et Keisuke admet qu'il en avait beaucoup auparavant. Il explique que même si les gens au travail le voient comme froid et posé, la vérité est qu'il lutte profondément contre la pression. C'est une réalité difficile à vivre. Parler à Yumeko l'aide à se sentir plus léger et plus à l'aise. Yumeko lui dit avec enthousiasme qu'il peut toujours lui parler, se décrivant comme le soleil qui illumine la journée de tout le monde. Keisuke rit sincèrement, admettant que c'est ce genre d'énergie qui le pousse à l'apprécier tant, à l'aimer beaucoup. Après s'être séparés, Yumeko jure silencieusement de faire de son mieux pour s'assurer qu'il ne ressente plus jamais de pression. Au bureau, elle parle à Saki de son téléphone disparu. Saki propose de l'appeler, arguant que s'il est quelque part dans le bureau, elles l'entendront sonner, c'est une bonne idée. Yumeko se sent coupable d'avoir jamais soupçonné Saki et la serre dans ses bras, soulagée. Un instant plus tard, Yumeko reçoit un appel de la réception l'informant qu'elle a un invité qui l'attend. Quand elle descend, elle trouve Shunzaburo qui l'attend, c'est une rencontre inattendue. Elle cherche Motoki du regard, mais Shunzaburo dit qu'il est venu seul. Il lui rend son téléphone et la guide vers le parc, admettant que ce sont eux qui l'avaient appris. Yumeko se met en colère, mais Shunzaburo explique rapidement que Motoki a l'habitude de dépasser les limites lorsqu'il s'agit de résoudre une affaire, c'est sa façon de travailler. Il ajoute que Motoki la soupçonne de mentir à propos de son amnésie. Quand il mentionne l'album rempli de photos de Keisuke, Yumeko s'inquiète immédiatement d'être arrêtée pour avoir pris des photos sans permission. Elle nie être celle qui les a prises, puis se corrige en disant que c'était probablement son ancien moi, et non son moi actuel, qui les avait faites. Shunzaburo la rassure en lui disant qu'il n'est pas là pour l'arrêter et qu'il veut juste entendre la vérité. Yumeko admet qu'elle ne sait pas pourquoi son ancien moi n'aurait pas pris de telles photos, disant que si c'était elle maintenant, elle l'aurait fait ouvertement en raison de sa beauté éclatante, de son apparence magnifique. Shunzaburo sort alors une photo et lui demande si elle connaît la fille qui s'y trouve. Yumeko l'étudie attentivement mais dit qu'elle ne reconnaît personne d'aussi morne au bureau. Shunzaburo lui dit que c'est en fait une photo d'elle, c'est une révélation surprenante. Yumeko glousse et dit qu'il n'y a aucune chance que ce soit elle à cause de ce froncement de sourcils et de l'aspect si terne de ses yeux. Il insiste sur le fait que c'est bien elle, alors Yumeko prend la photo pour mieux la regarder, ayant toujours du mal à croire que l'image représente son ancien moi, c'est une vision troublante. Alors que Shunzaburo se prépare à partir, il laisse tomber accidentellement ses documents sur Keisuke. Yumeko aperçoit l'une des photos et voit Keisuke dîner avec Rikako. Quelque chose dans les traits de Rikako lui semble étrangement familier, c'est une sensation curieuse. Quand elle demande pourquoi ils ont des photos de Keisuke, Shunzaburo admet qu'il a reçu l'ordre de le suivre car il semblait inhabituellement proche d'elle. Yumeko demande si Keisuke est un suspect dans son affaire de tentative de meurtre, et quand Shunzaburo le confirme, elle le défend immédiatement avec ferveur. Elle insiste sur le fait que Keisuke est l'une des personnes les plus gentilles et les plus sincères qu'elle connaisse, quelqu'un d'incapable de faire du mal à qui que ce soit. Elle dit à Shunzaburo de dire à Motoki d'arrêter de soupçonner Keisuke et s'en va en colère, furieuse de cette injustice. Shunzaburo, secoué par ses éclats, parle dans un petit appareil caché sur ses vêtements, rapportant à Motoki que Yumeko est en colère. Motoki répond que ce n'est pas grave et qu'il a tout entendu parfaitement sans manquer un mot. Pendant ce temps, Yumeko se dirige vers les toilettes pour se calmer, elle fixe son reflet dans le miroir et se souvient des paroles de sa mère. Plus elle regarde, plus son reflet semble changer, se transformer. La peur lui serre la poitrine, une angoisse profonde. Elle manque de briser le miroir de panique, mais arrête sa main juste à temps. Des fragments de sa mémoire commencent à refaire surface, lui donnant l'impression que son ancien moi revient lentement. Terrifiée à l'idée de redevenir cette personne, elle sort en courant des toilettes et se précipite vers la sortie du bâtiment sans remarquer qu'elle passe devant Keisuke complètement absorbée.
La reconnaissant, Keisuke dit à son assistant de lui faire gagner du temps pendant qu'il la poursuit. Yumeko s'enfuit vers le parc juste au moment où le ciel commence à bruiner. Keisuke finit par la rattraper et elle lui dit de rester loin, terrifiée à l'idée de redevenir son ancien moi et que ses yeux commencent à perdre leur éclat, leur vitalité. Il l'assure qu'elle va bien, car elle a l'air la même que d'habitude. Ils s'assoient ensemble alors qu'elle lui confie qu'elle a peur de se souvenir de son ancien moi, disant que la vieille photo a ravivé sa crainte de qui elle était autrefois, de son passé douloureux. Keisuke admet qu'il avait aussi vu une vieille photo d'elle lorsqu'il avait été informé de l'accident d'une employée. Il n'avait pas réalisé que c'était elle avant le jour de la présentation du produit. Il dit à Yumeko que pour lui, la personne qu'elle est maintenant lui semble être son véritable moi, et que même si elle retrouve ses souvenirs, cette version d'elle-même restera, elle ne disparaîtra pas. Il l'assure que leur amitié ne changera pas. Les yeux de Yumeko se remplissent de larmes, mais avant qu'elle ne puisse répondre, l'assistant de Keisuke arrive en courant pour lui rappeler une réunion importante. L'expression de Keisuke se durcit alors qu'il se lève, son ton redevenant froid alors qu'il dit à Yumeko qu'il attend avec impatience le lancement du produit avec une certaine distance. Yumeko le regarde partir et jure silencieusement de laver son nom. Elle réalise que retrouver sa mémoire pourrait être la clé pour découvrir qui est le véritable coupable. En regardant son reflet dans une petite flaque d'eau, elle sourit faiblement, réconfortée par cette pensée, par cette nouvelle perspective. Ailleurs, Rikako se cache à l'intérieur d'un appartement, tremblant alors que la sonnette retentit à plusieurs reprises. Elle appelle Keisuke à l'aide, mais il n'est pas là. Désespérée, elle serre son téléphone et appelle quelqu'un. Sur le chemin du retour, Yumeko se souvient à quel point Keisuke est gentil. C'est une pensée réconfortante. Elle ne peut pas croire qu'il puisse être impliqué dans un scandale, alors elle jure silencieusement de prouver son innocence. Quand elle retourne au bureau, le chaos règne dans le service. Ses coéquipiers sont tous au téléphone, suppliant quelqu'un à l'autre bout du fil. C'est une scène de panique. Quand elle demande ce qui se passe, ils expliquent donc que les chips saveur Ramune pourraient ne pas voir le jour du tout, car la ferme de pommes de terre dont ils s'approvisionnent habituellement a été frappée par un typhon. Ils ajoutent que l'équipe de vente fait ce qu'elle peut, mais avec leurs chips habituels déjà en difficulté, lancer un nouveau produit ne sera pas une priorité, c'est une situation très compliquée. Hiroki annonce soudainement qu'il va se rendre à Hokkaido. Yumeko insiste immédiatement pour l'accompagner, disant que puisque les chips saveur Ramune étaient sa présentation, il est tout à fait normal qu'elle s'assure que tout va bien, que tout se passe comme prévu. Elle ajoute même qu'ils peuvent compter sur son intelligence et sa beauté pour résoudre le problème. Hiroki lui dit de se préparer en 1 minute, ce qui fait sourire Yumeko, fière d'avoir obtenu ce qu'elle voulait. Alors qu'elle se dépêche de se préparer, Saki la met en garde d'être prudente, laissant entendre qu'elle pourrait devoir passer la nuit là-bas, ce qui est une possibilité. L'imagination de Yumeko s'emballe alors qu'elle s'inquiète soudainement que Hiroki, étant séparé, puisse avoir des pulsions qu'il ne peut contrôler et qu'elle puisse en devenir une victime. Saki réalise qu'il est inutile d'expliquer davantage et lui souhaite simplement bonne chance avec un soupir résigné. Alors qu'ils partent, ils tombent sur Keisuke, qui remarque leur sac. Il demande à Hiroki de le laisser venir avec eux, mais Hiroki passe devant lui sans dire un mot. Yumeko prend rapidement les mains de Keisuke et le rassure, lui disant de ne pas s'inquiéter, de ne pas se faire de soucis. Elle promet qu'ils vont gérer le problème et lui dit joyeusement de s'attendre à des souvenirs. Quand ils arrivent, Yumeko est émerveillée par les vastes champs de plants de pommes de terre qui s'étendent devant elle. Mais dès qu'un agriculteur les aperçoit, il déclare fermement qu'ils n'auront aucune de ces pommes de terre, c'est une fin de non-recevoir. Hiroki essaie de le raisonner, mais l'agriculteur maintient sa décision, disant qu'il ne veut pas que ces pommes de terre soient transformées en malbouffe. Il commence à expliquer d'autres raisons pour lesquelles il ne veut pas que ces pommes de terre soient utilisées, mais il remarque alors Yumeko à côté de Hiroki, ce qui l'interpelle. Il demande si elle est Yoshiko. Yumeko le corrige, se présentant comme Yumeko, bien que Hiroki la coupe avant qu'elle ne puisse en dire plus. Juste à ce moment-là, Yumeko perçoit l'odeur de quelque chose de délicieux. Une fragrance alléchante. L'agriculteur désigne des pommes de terre fraîchement cuites à la vapeur, disant qu'elles viennent juste de finir de cuire. Il en prend une avec tendresse, mentionnant que les pommes de terre à la vapeur étaient les préférées de Yoshiko. L'estomac de Yumeko gargouille bruyamment car elle n'a pas encore déjeuné, alors l'agriculteur lui en offre une avec gentillesse. Elle prend une petite bouchée et s'exclame immédiatement à quel point c'est délicieux. Remarquant un lot de pommes de terre fraîchement récoltées à proximité, elle s'approche pour les inspecter. Elle en ramasse une, intriguée par sa forme étrange, c'est assez particulier. L'agriculteur fronce les sourcils, marmonnant que les gens comme eux sont généralement difficiles avec les pommes de terre imparfaites. Mais Yumeko ne l'entend pas, elle est trop occupée à admirer la variété. Elle dit joyeusement que leurs différentes formes et tailles seraient parfaites pour son idée unique de chips de pommes de terre, c'est une excellente opportunité. Hiroki la soutient et demande à nouveau à l'agriculteur de les laisser utiliser ses pommes de terre. Après un moment de réflexion, l'agriculteur accepte finalement. Yumeko et Hiroki sourient à tous deux de soulagement. Curieuse, Yumeko demande qui est Yoshiko seulement pour être déçue lorsque l'agriculteur explique que Yoshiko est sa truie sauvage bien-aimée, son sanglier préféré. Il se précipite donc pour rattraper le train vers l'aéroport. Hiroki semble agacée en voyant le nombre de sacs que Yumeko transporte. Elle explique que la plupart des affaires sont pour elle, pas pour l'équipe, car elle doit entretenir son magnifique corps. Malgré son agacement, Hiroki l'aide à porter les sacs et ils montent ensemble dans le train, tandis que Yumeko mange joyeusement à ses côtés. Hiroki lui rappelle de ne pas encore célébrer, car il y a encore beaucoup de travail à faire. Malgré tout, il la remercie, admettant que le fermier n'aurait probablement pas accepté si Yumeko ne l'avait pas couvert de compliments. Yumeko déclare fièrement que c'est grâce à sa beauté, bien qu'elle ajoute qu'il n'était pas difficile de le louer, car les pommes de terre vapeur au beurre sont l'un de ses plats préférés. Elle demande ensuite quel est le plat préféré d'Hiroki, réalisant trop tard que la question est peut-être trop personnelle. À sa surprise, il répond calmement qu'il aime le ragoût de viande et de pommes de terre. Yumeko est ravie qu'Hiroki commence à s'ouvrir à elle,
Alors elle lui demande si sa femme cuisine pour lui à la maison. Hiroki admet que la cuisine n'est pas le point fort de sa femme et se souvient comment elle s'est coupée plusieurs fois la première fois qu'elle lui a préparé un plat. Mais c'était bien trop salé et pourtant étrangement délicieux. Quand il jette un coup d'œil à Yumeko, elle a un air amusé en déclarant que ce qu'il a vécu avec sa femme, c'était de l'amour. Elle lui demande ensuite pourquoi il est si sévère alors qu'il est clairement capable d'être gentil. Hiroki ne répond pas, incitant Yumeko à lui montrer de manière ludique comment il devrait détendre son expression. Ses pitreries ne font que l'irriter davantage, ce qui la fait éclater de rire. Son rire rappelle à Hiroki sa femme, et quand Yumeko réalise qu'elle rit de son supérieur, elle s'excuse rapidement. Hiroki lui dit que ce n'est pas grave. Yumiko le regarde curieusement, réalisant qu'il ne l'a pas du tout effrayé aujourd'hui. Quand ils descendent du train, Yumiko dit à Hiroki de ne pas être trop froid envers Keisuke, mentionnant qu'il semble vraiment abattu à cause de l'attitude d'Hiroki. Elle insiste sur le fait que Keisuke n'a pas de liaison avec Rikako et qu'Hiroki devrait croire en sa femme, car elle sent qu'il y a encore de l'amour entre eux. Elle le remercie ensuite pour la journée et rentre joyeusement chez elle. Laissé seul, Hiroki se souvient comment Rikako a un jour tenté de le tuer et se demande s'il reste vraiment de l'amour. Le lendemain, Yumeko attend au parc, espérant voir Keisuke. Elle lui a apporté des nouilles, au lieu de cela, son secrétaire arrive et lui remet une lettre. Dedans, Keisuke la félicite pour le succès du voyage d'affaires et écrit qu'il sera trop occupé pour la rencontrer au parc pendant un certain temps. Il inclut son email pour qu'elle puisse le contacter à tout moment. Yumeko pousse un petit cri de joie, remettant les nouilles au secrétaire et lui demandant de les livrer à Ketsuke pour elle. Quand le secrétaire part, Yumeko s'extasie avec enthousiasme sur le fait qu'elle a maintenant l'email de Ketsuke. Elle envisage de lui envoyer un message, mais se retient rapidement, se rappelant qu'une dame ne devrait pas être trop entreprenante. De retour au bureau, elle montre fièrement les souvenirs qu'elle a achetés pour tout le monde. Son équipe la félicite pour le voyage d'affaires réussi, et elle confirme qu'ils ont sécurisé l'approvisionnement en pommes de terre. Yutaka se demande à voix haute si se frapper la tête pourrait le rendre aussi positif qu'elle. Saki plaisante en disant que son afro le protégerait de tout impact de toute façon. Yumeko demande innocemment pourquoi Yutaka coiffe toujours ses cheveux en afro, et Saki affirme en taquinant que c'est parce qu'il est secrètement chauve. Yumeko l'assure que ce n'est pas grave si c'est le cas, mais Yutaka rougit d'embarras et explique précipitamment que ses cheveux sont naturels. Gêné, il se précipite hors du département. Masakiko le regarde partir et se demande si la réaction de Yutaka a quelque chose à voir avec son béguin. Les filles deviennent immédiatement curieuses et lui demandent des détails. Elles apprennent que Yutaka aime une fille nommée Moka du service comptabilité. Elles décident de jeter un coup d'œil à Moka et réalisent rapidement qu'elle est très belle. Cependant, elles sont perplexes quant à ce qu'elle a à voir avec les cheveux de Yutaka. Masakiko explique que Moaka est fan d'un acteur. Il leur montre une photo et elles remarquent immédiatement qu'il a des cheveux soyeux et une ressemblance frappante avec Keisuke. Masakiko admet qu'il a vu Yutaka soupirer beaucoup ces derniers temps et se sent mal pour lui. Yumeko a soudain une idée et décide d'aider. Sans hésitation, elle s'approche de Moka et se présente, lui demandant directement ce qu'elle pense des grosses coiffures. Saki et Masakiko observent secrètement depuis l'entrée, tandis que Yutaka les repère et s'approche pour voir ce qui se passe, mais il se fige en voyant Yumeko parler à Moaka. Moaka répond que tant qu'un afro convient à la personne, elle trouve cela parfaitement bien. Elle ajoute qu'elle est une grande fan de Runo Mares. Quand Yumeko demande quel est son type, Moaka répond joyeusement qu'elle aime l'acteur Takuma, puis baisse la voix pour admettre qu'elle a aussi le béguin pour Keisuke. Yumeko est choquée par la confession de Moaka, mais avant qu'elle ne puisse réagir, Yutaka la saisit soudainement et l'entraîne. De retour au service de planification, il exige immédiatement de savoir pourquoi elle parlait à Moaka. Saki intervient, demandant ce qu'il aime chez elle. Masakiko laisse échapper accidentellement que Yutaka aime la voix de Moka. La curiosité de Yumeko grandit, et après un peu de pression, Yutaka cède finalement. Il explique qu'il a d'abord remarqué sa voix rauque et grave lorsqu'elle a appelé leur service au sujet de notes de frais. Elle avait demandé si toutes les factures de restaurants soumises étaient pour des réunions clients et Yutaka avait avoué que non. Il était allé seul dans ces restaurants parce qu'ils étaient à la mode et qu'il cherchait de l'inspiration pour son travail. S'attendant à ce que son remboursement soit refusé, il fut surpris quand Moka l'approuva. À partir de ce moment, il fut conquis par sa gentillesse et se sentit vraiment validé. Il se souvient d'un autre jour dans l'ascenseur où il reconnut sa voix et l'entendit parler de son affection pour Takuma, en particulier ses cheveux soyeux et lisses. Cela l'a anéanti, sachant à quel point il était différent avec son afro, une caractéristique pour laquelle il avait été taquiné depuis l'enfance et même rejeté. Yumeko essaie de lui remonter le moral, lui disant que Moka n'est peut-être pas comme tout le monde et qu'il devrait au moins lui parler. Yutaka refuse, disant qu'il est bien de l'admirer de loin. Yumeko compatit avec lui, consciente de son propre passé, des luttes, de Souls avec la confiance en soi, mais insiste que c'est du gâchis de ne pas essayer puisque ses chances ne sont pas nulles. Elle ajoute que Moaka elle-même lui a dit que les afros sont super. En entendant cela, les yeux de Yutaka s'écarquillent d'espoir. Il décide qu'il va finalement essayer de parler à Moaka. Yumiko sourit, satisfaite non seulement d'avoir aidé Yutaka, mais aussi parce qu'elle espère que Moaka cessera de jeter son dévolu sur Keisuke.
Le lendemain, Moka se rend au service de planification à la recherche de Yutaka. Quand il apparaît enfin, il porte plusieurs bijoux et semble étrangement confiant. Moka l'approche au sujet d'un reçu qu'il a soumis au service comptable. Mais Yutaka se vante d'être allé dans un bar et d'être devenu populaire auprès des filles là-bas, affirmant que c'était pour la recherche. Moka plisse les yeux et fait remarquer qu'aucune date n'est indiquée sur le reçu. Elle le réprimande pour son insouciance, lui rappelant que son service ne peut pas se permettre de telles erreurs. Avec un air déçu, elle se retourne et s'en va, laissant Yutaka abattu. Yutaka perd toute motivation et de frustration commence à se couper les cheveux. Tout le monde se précipite pour l'arrêter, mais il refuse d'écouter, jusqu'à ce que Yumeko lui prenne les joues et lui dise gentiment qu'il n'a pas besoin de changer. Elle lui rappelle que ses cheveux sont son point fort, son atout charme. Elle ajoute avec un sourire confiant que son propre atout charme est son corps tout entier. Ces mots le touchent profondément. Yutaka se calme et décide de réessayer. Avant de quitter le bureau, il remercie Yumeko de l'avoir encouragé. Il réussit à rattraper Moka juste avant qu'elle n'atteigne son service et s'excuse immédiatement. Il admet que c'était sa faute d'avoir oublié d'écrire la date sur le reçu et s'excuse d'avoir agi de manière impétueuse plus tôt. Nerveusement, il avoue qu'il l'aime depuis leur tout premier appel téléphonique. À sa surprise, Moka sourit et lui demande si elle peut toucher ses cheveux. Il s'incline légèrement, la laissant s'approcher et elle passe ses doigts dans ses boucles, disant que c'est agréable. Elle admet qu'elle avait en fait été curieuse à son sujet, elle explique que le jour de cet appel, elle se sentait déprimée. Mais quand il a mentionné un certain restaurant, cela l'a réconfortée. À cause de cela, elle suggère qu'ils visitent le restaurant ensemble un jour. Les yeux de Yutaka se remplissent de larmes alors qu'il accepte tandis que son équipe observe secrètement de loin, essayant de réprimer son excitation. Leur joie est de courte durée quand Hiroki les surprend en train d'espionner, ils promettent immédiatement de se remettre au travail. Plus tard cette nuit-là, Yumeko est assise chez elle, se sentant sincèrement heureuse pour Yutaka. Inspirée par son courage, elle décide qu'elle aussi ne devrait pas laisser la fierté la retenir et se résout finalement à envoyer un email à Keisuke. Yumeko décide d'envoyer un email à Kisuke, mais réalise qu'elle n'a aucune idée de quoi écrire. Elle se demande si son ancien moi a vécu une situation similaire et vérifie son historique d'email pour ne trouver que des échanges avec sa famille. Elle décide de rédiger l'email seule. Après presque une heure, elle appuie enfin sur envoyer, fière de son effort. À sa surprise, Kisuke répond presque immédiatement. Son message la remercie pour le souvenir, il mentionne à quel point il a été occupé, mais inclut également une invitation à dîner. Son cœur s'emballe alors qu'elle réalise qu'il l'invite pratiquement à un rendez-vous. Ravie, elle décide qu'elle a besoin de nouveaux sous-vêtements et se précipite pour en acheter. Le lendemain au travail, tout le bureau est stupéfait quand Yumiko arrive avec un maquillage prononcé. Elle admet qu'elle va sortir avec un homme plus tard ce soir-là. Inquiète, Saki l'entraîne aux toilettes pour ajuster son maquillage. Elle explique que le maquillage foncé s'étale facilement et que des teintes plus claires compléteraient mieux le teint pâle et les traits délicats de Yumeko. Yumeko marmonne soudain qu'elle est un génie et Saki, pensant qu'elle est complimentée, a l'air flattée jusqu'à ce qu'il devienne clair que Yumeko parlait d'elle-même. Alors que Yumeko s'extasie sur son prochain rendez-vous, Saki demande si elle et l'homme sont déjà officiels. Yumeko admet que c'est leur première sortie ensemble. Saki lui conseille de prendre les choses lentement. Saki la prévient gentiment que se précipiter la ferait paraître trop facile. Elle explique que Yumeko devrait attendre de trouver quelqu'un à qui elle est vraiment prête à se donner entièrement et que cette personne devrait ressentir la même chose pour elle. Yumeko sourit chaleureusement et remercie Saki de se soucier d'elle, puis, sans prévenir, lui montre fièrement les nouveaux sous-vêtements qu'elle a achetés pour le rendez-vous. Plus tard ce soir-là, Yumeko marche vers le lieu de rendez-vous, apercevant Kisuke de loin. Son visage s'illumine et elle se précipite vers lui dès que leurs regards se croisent. Kisuke est particulièrement beau ce soir et elle ne peut s'empêcher de sentir son cœur battre la chamade. Ils se saluent chaleureusement et Kisuke lui demande si elle peut l'appeler par son prénom au lieu d'utiliser son titre, puisque ce soir fait partie de leur vie privée. Dans son excitation, Yumeko bégaye accidentellement en prononçant le prénom de Kisuke, ce qui le fait rire. Embarrassée, elle réalise son erreur, mais Kisuke sourit et demande s'il peut aussi l'appeler par son prénom. Quand il l'appelle Yumeko-chan, elle sent son cœur s'emballer. Alors qu'ils entrent dans le restaurant, aucun d'eux ne remarque qu'ils sont suivis par Motoki et Shunzinburo. Shunzinburo éternue bruyamment, s'excusant et expliquant qu'il a dû attraper un rhume après avoir passé la nuit précédente à espionner Yuki dans son appartement. Motoki lui siffle de rentrer chez lui avant qu'il ne ruine leur couverture, mais Shunzinburo insiste qu'il va bien. À l'intérieur, les deux partagent une conversation légère et animée. Il rit du récent voyage d'affaires de Yumeko qui a inopinément sauvé l'entreprise, et le rire sincère de Kisuke remplit Yumeko de fierté car elle est heureuse de pouvoir le faire sourire autant. Elle mentionne ensuite que le voyage était également significatif car il lui a donné l'occasion de parler à Hiroki. Les yeux de Kisuke s'écarquillent à ce nom, mais Yumeko continue, disant qu'elle se sentait mal à l'aise autour d'Hiroki, mais se sent maintenant plus à l'aise. Elle a même rassemblé le courage de lui demander d'être plus gentil avec Kisuke. Kisuke la remercie pour sa gentillesse, mais admet que Hiroki a ses raisons d'être froid envers lui. Yumeko évoque avec hésitation la rumeur concernant Kisuke, disant qu'elle espère que ce n'est pas vrai, mais même si ça l'est, elle le considérera toujours comme un bon ami.
Alors que Kisuke est sur le point de dire quelque chose, Shunzinburo éternue soudainement assez fort pour faire tomber son verre et attirer l'attention. Yumeko reconnaît instantanément les deux hommes cachés à proximité et les interpelle. Elle se demande à voix haute si les deux détectives ne seraient pas en fait un rendez-vous, ce que Motoki nie immédiatement. Kisuke, maintenant curieux, demande si elle les connaît. Motoki prend rapidement le contrôle de la situation, se présentant comme un détective travaillant sur l'affaire de Yumeko. Il demande ensuite à Kisuke s'il sait quelque chose à ce sujet. Yumeko intervient, insistant qu'il n'a rien à voir avec son affaire. Motoki, cependant, répond froidement que ce sera à lui de décider. Voulant éviter une scène, Kisuke dit calmement à Motoki qu'il ne sait rien de l'affaire. Il s'excuse ensuite, laissant à Yumeko l'espace pour parler aux détectives, car il semble qu'ils aient des affaires avec elle. Yumeko remarque que l'attitude de Kisuke est soudainement devenue froide. Elle court après lui et s'excuse de l'avoir entraîné dans ses problèmes personnels, mais Kisuke la rassure gentiment en lui disant que rien de tout cela n'est de sa faute. Il lui offre un sourire triste et lui dit que, quoi qu'il arrive, ils seront toujours amis. Soulagé par ces mots, mais troublé par son expression solitaire, Yumeko se demande quelle version de Kisuke est la vraie, alors qu'elle le regarde s'éloigner. Décidant d'abandonner pour la soirée, elle retourne péniblement vers le restaurant, seulement pour être accueillie par Motoki, qui lui demande en la taquinant si elle vient de se faire larguer. Furieuse, Yumeko manque de laisser échapper qu'elle est en colère contre lui, parce qu'elle a dépensé beaucoup d'argent pour de nouveaux sous-vêtements pour le rendez-vous. Pendant ce temps, Kisuke jette un coup d'œil en arrière et voit Yumeko affronter les détectives avec colère. Il rentre chez lui seulement pour trouver Rikako qui l'attend devant son appartement. Au moment où elle le voit, elle fond en larmes et se jette dans ses bras. À l'intérieur, Kisuke lui rappelle gentiment que son père leur avait demandé de ne se rencontrer que dans des hôtels, mais Rikako dit qu'elle a peur parce que les souvenirs de ce jour la hantent. Kisuke lui tend une tasse de café et lui parle des détectives qui enquêtent sur l'affaire de Yumeko. Rikako panique immédiatement malgré son assurance que Yumeko n'a toujours pas retrouvé ses souvenirs. Elle commence à s'inquiéter pour son fils, Yu. Elle avoue qu'elle n'est plus autorisée à le voir parce que sa mère craint que Yu ne devienne instable. Se qualifiant d'échec en tant qu'épouse et mère, elle supplie Kisuke de rendre visite à Yu et de leur dire à quel point elle est désolée. Kisuke promet de le faire et lui dit de se reposer. Le lendemain, Saki demande avec impatience à Yumiko comment s'est passé son rendez-vous. Yumiko grommelle que ses nouveaux sous-vêtements ont été gaspillés, mais s'illumine quand elle mentionne qu'elle et Kisuke ont commencé à s'appeler par leur prénom. Saki sourit, heureuse d'entendre que les choses avancent, mais Yumeko redevient vite incertaine, disant qu'elle n'est pas sûre que ce soit un réel progrès puisque Kisuke est devenu distant après. Saki l'assure que le mystère fait partie du plaisir de la romance et qu'il n'y a pas besoin de se précipiter. Elle suggère ensuite à Yumeko d'acheter un cadeau à Kisuke. Yumeko aime l'idée jusqu'à ce que Saki demande quels sont ses goûts et ses aversions, et elle réalise qu'elle n'en a aucune idée. Irritée, Saki fait remarquer que Yumeko ne sait presque rien de l'homme qu'elle aime. Plus tard, Yumeko s'affale à son bureau, réalisant à quel point cela sonne mal, mais elle se réjouit rapidement à nouveau, décidant qu'elle peut simplement en apprendre davantage sur lui. Elle envisage de lui envoyer un message, mais décide que c'est trop peu romantique. Au lieu de cela, elle se résout à le suivre discrètement. En suivant Kisuke, Yumeko observe qu'il est incroyablement dévoué à son travail, toujours concentré et posé. Elle ne parvient toujours pas à cerner ses intérêts personnels, mais plus elle l'observe, plus elle le trouve attachant. Le week-end arrive et Yumiko devient anxieuse car elle n'a toujours aucune idée du cadeau à acheter pour Kisuke. Errant en ville, perdue dans ses pensées, elle se retrouve d'une manière ou d'une autre près du bureau. Elle aperçoit Kisuke sortir du bâtiment, habillé de manière décontractée. Elle est sur le point de l'appeler quand la voix d'un garçon crie son nom en premier. À sa surprise, Yu court vers Kisuke et lui prend la main, lui parlant avec un niveau de familiarité étonnant. Yumiko pâlit en se demandant si Yu pourrait être le fils de Kisuke. Elle pense que les enfants de nos jours appellent leurs parents par leur prénom. Elle les entend parler d'aller au parc d'attractions et décide de les suivre à distance. À son insu, les détectives suivent également Kisuke. Ils sont surpris de voir Yu avec lui car il n'y a aucune trace que Kisuke ait jamais eu un enfant. Au parc d'attractions, Yumeko observe Kisuke et Yu s'amuser. Elle s'avoue que Yu est adorable et qu'il ressemble vraiment à un père et son fils. Sentant une douleur dans sa poitrine, elle décide de rentrer chez elle. Juste à ce moment-là, le téléphone de Kisuke sonne. Il répond à l'appel, ignorant que Yu s'est éloigné vers une scène voisine. En essayant de regarder de plus près, il heurte accidentellement un homme, perdant sa prise sur son ballon. Affolé, il le poursuit alors qu'il s'envole. Sur le chemin du retour, Yumeko entend le son d'un enfant qui pleure. Quand elle se retourne, elle est choquée de voir Yu sangloter à proximité. Elle regarde autour d'elle mais ne voit Kisuke nulle part. Partagée entre l'aider et craindre que Kisuke ne pense qu'elle le traque, elle hésite. Mais les pleurs de Yu la convainquent d'aider. Yumeko dit à Yu de ne pas pleurer, promettant de l'aider à retrouver son papa. Mais Yu la corrige, disant qu'il est avec Kisuke, pas son père. Soulagée, Yumeko réalise que Yu n'est pas le fils de Kisuke, après tout. Elle lui avait demandé son nom et ce qui n'allait pas. Yu pointe un arbre du doigt et dit que le ballon que Kisuke lui a acheté est resté coincé dans les branches. Yumeko admet que c'est trop haut pour elle, ce qui ne fait que le faire pleurer plus fort. Essayant de le réconforter, elle dit que sa maman ou son papa peut toujours lui en acheter un autre.
Yu lui dit que sa mère est malade et que son père s'est fâché et les a quittés. Il ajoute que seul Kisuke joue avec lui mais a l'air triste. Maintenant que son ballon est parti, Yu dit qu'il a l'impression que tout le monde le déteste. Yumeko a soudain un flash de son passé, elle voit sa mère crier sur son jeune moi pour être si maladroite. Ne voulant pas que Yu ressente la même solitude, elle fait semblant de parler au ballon, disant à Yu qu'il veut revenir vers lui. Puis elle commence à grimper à l'arbre, assurant à Yu qu'aucun des problèmes des adultes autour de lui n'est de sa faute. À mi-chemin, elle glisse et tombe. Sans se décourager, elle lui dit de ne pas se considérer comme un fardeau. Elle essaie à nouveau, continuant de lui dire qu'il est important pour ses parents et pour Kisuke. Cette fois, elle parvient à attraper le ballon, mais elle perd de nouveau pied et tombe. Elle rend fièrement le ballon à Yu, dont l'humeur s'illumine instantanément. Voyant son sourire, Yumeko demande nonchalamment s'il sait ce que Kisuke aime. Yu lui parle joyeusement du plat et de la couleur préférée de Kisuke, puis ajoute que Kisuke aime aussi sa mère. La révélation laisse Yumeko stupéfaite. Yu aperçoit alors Kisuke le cherchant frénétiquement. Il l'appelle et court vers lui et Kisuke le serre dans ses bras, soulagé. Yu lui raconte avec enthousiasme qu'une gentille et jolie dame l'a aidé à récupérer son ballon, mais quand il se tourne pour la montrer du doigt, Yumeko est déjà partie. Cachée derrière un buisson, Yumeko a le cœur brisé à l'idée que Kisuke puisse déjà aimer quelqu'un d'autre. Elle erre sans but dans la ville, perdue dans ses pensées, jusqu'à ce qu'elle remarque des gens qui la fixent. Elle réalise que son pantalon est déchiré. Avant qu'elle ne puisse paniquer, Motoki apparaît soudainement et lui drape sa veste autour de la taille. Elle l'attache rapidement et l'accuse de la suivre partout, comme un harceleur. Motoki, d'un ton très calme, lui répond que cela fait partie intégrante de son travail et note qu'elle n'est pas en compagnie de Kisuke. Yumeko déclare qu'elle rentre chez elle et Motoki finit par la rejoindre dans le taxi, prétextant vouloir récupérer sa veste. Pendant le trajet, il lui demande pourquoi elle suivait Kisuke. Yumeko explique qu'elle n'a aidé que parce que Yu s'était perdu et pleurait à chaudes larmes, faisait pas du tout que Kisuke était simplement sorti faire Motoki révèle alors que Yu est en réalité le fils de Hiroki et de Rikako. Yu vit avec les parents de Rikako et Kisuke lui rend visite pour le sortir de temps en temps, à l'occasion. Motoki est convaincu que Kisuke agit ainsi par culpabilité suite à leur séparation, mais Yumeko insiste avec ferveur sur le fait que c'est uniquement parce que Kisuke a un cœur en or. Yumeko soutient avec force complètement son optimisme débordant, affirmant que cela ne fait que confirmer que Kisuke et Rikako, Motoki lui dit de simplement lui poser la question directement. Yumeko répond Motoki la qualifie de simple à fait ce que Yumeko étonnamment prend comme un véritable compliment. Il ajoute ensuite qu'il semble qu'elle agisse à nouveau comme son moi habituel. Yumeko se demande alors s'il l'attaque délibérément juste pour essayer de lui remonter le moral. Lorsqu'ils arrivent enfin à son domicile, sa mère est d'abord effrayée par son apparence complètement échevelée et très surprise de l'avoir ramené Motoki. Voyant à quel point la mère de Yumeko est déconcertée par sa présence inattendue, Motoki se présente alors comme un détective. La mère de Yumeko suppose immédiatement que sa fille s'est attirée de gros ennuis, mais Yumeko explique très rapidement qu'elle a déchiré son pantalon et que Motoki lui a généreusement prêté sa veste pour masquer la déchirure. Soulagé que ce ne soit qu'un problème tout à fait mineur, sa mère dit à Motoki qu'il peut tout à fait rentrer chez lui s'il le désire. Cependant, Motoki commence à examiner attentivement la maison et demande s'il peut jeter un coup d'œil aux alentours. Confuse et perplexe, elle lui demande pourquoi, et il explique alors que le cas de suicide supposé de Yumeko est désormais enquêté comme un possible cas de tentative de meurtre. Yumeko réalise soudainement qu'elle a complètement oublié d'informer sa mère du changement majeur dans l'affaire. Sa mère pâlit instantanément et essaie désespérément de trouver un moyen de le faire partir. Elle lui demande s'il possède un mandat de perquisition, mais absolument pas paraître suspect aux yeux des voisins, elle invite activement Motoki à entrer dans la maison. Les voisins qui ont clairement entendu les alors que Motoki commence à fumer partout, Yumeko l'accuse d'avoir tout planifié depuis déjà à sa mère la porter des rumeurs pour être couverte de crasse et la presse de se changer immédiatement. Yumeko décide d'obéir sans discuter, donnant ainsi à sa mère l'occasion de demander discrètement à Motoki ce qu'il entendait exactement par tentative de meurtre. Motoki remarque alors que les enquêteurs ont découvert la mère de Yumeko explique que c'est un tout nouvel achat que Yumeko a fait. Il y a donc afin de pouvoir admirer l'intégralité de sa silhouette. Quelqu'un est réellement étrange, essayé de détruire autrefois les miroirs et avait même brisé ceux qui se trouvaient au-dessus de l'évier par le passé. Motoki trouve ce changement de comportement vraiment très particulier. La mère de Yumeko ajoute que Yumeko ne supportait absolument pas de se voir à cette époque-là et qu'elle, personnellement, trouve ce miroir une véritable horreur. La mère de Yumeko demande à Motoki s'il peut la prévenir en premier s'il découvre quoi que ce soit, craignant que les voisins ne commencent à colporter des ragots. Motoki trouve sa requête particulièrement irritante et décide plutôt d'aller vérifier la chambre de Yumeko. Devant sa porte, il demande s'il peut entrer, mais Yumeko résiste immédiatement avec véhémence, affirmant qu'il est extrêmement impoli de vouloir pénétrer dans la chambre d'une jeune femme. Quand il entre, malgré tout, il est accueilli par la vision de Yumeko, essayant frénétiquement de dissimuler ses sous-vêtements. Une fois que les choses se sont un peu calmées, Motoki commente que la chambre semble plutôt simple. Admet qu'elle aurait voulu la décorer, mais qu'elle a aussi choisi de s'attendait qu'elle la décore de son ancien moi, car cela fait toujours partie intégrante de la personne qu'elle est aujourd'hui.
Motoki remarque alors qu'il perçoit quelque chose de sombre concernant son passé, se sentant de plus en plus à l'aise dans sa présence. Elle lui confie qu'elle ressent parfois de très vives douleurs dans sa tête, accompagnées d'images extrêmement claires et précises. En particulier, elle se souvient s'être vue pleurer amèrement devant un miroir brisé, prendre de nombreuses photos de Kisuke, et à une occasion bien précise, elle se rappelle avoir vu un couteau et entendu quelqu'un hurler. Il lui attrape les épaules et lui demande avec une grande urgence si elle se souvient de quoi que ce soit d'autre. Mais Yumeko ne peut absolument pas se remémorer d'autres détails. Elle admet que ses souvenirs l'ont effrayée au tout début, mais Kisuke l'avait rassurée en lui affirmant que son moi actuel perdurerait et que quoi qu'il arrive, ils resteraient toujours de bons amis. Yumeko ajoute maintenant, que elle est plus qu'impatiente d'enseigner à son absolument certaine de pouvoir prouver que Kisuke n'est en aucun cas incroyablement beau. Motoki décide alors de prendre congé, de quoi elle s'inquiète, mais la mère de Yumeko lui soit bien plus préoccupée par sa propre réputation que par la sécurité de sa fille Yumeko. La mère de Yumeko hésite un instant, ne sachant absolument pas comment répondre, mais Yumeko intervient alors pour la défendre avec ferveur. Elle insiste avec ferveur sur le fait que sa mère est absolument incroyable puisqu'elle a donné naissance à quelqu'un d'aussi merveilleux qu'elle-même. Motoki ne peut s'empêcher d'éclater de rire face à ce commentaire, tendant sa veste, ce qui agace profondément Yumeko, complètement oublié, juste au moment où elle est sur le point de se disputer avec lui, alors qu'il essaie de lisser poliment avec ses mains, et s'en va. Yumeko le remercie sincèrement pour toute son aide. À sa grande surprise, Motoki s'excuse de l'avoir si mal jugé. Yumeko plisse les yeux, soupçonnant un autre de ses stratagèmes habituels, et lui demande ce qu'il est en train de manigancer exactement. Motoki explique alors qu'il avait initialement cru que Yumeko bluffait concernant sa perte de mémoire. Mais maintenant, il réalise que l'émergence de sa toute nouvelle personnalité et la perte de ses souvenirs étaient en fait la manière dont son esprit se protégeait lui-même. Il la prévient que faire face à son passé pourrait ne pas être du tout agréable et lui demande si elle est toujours prête à vouloir découvrir ses souvenirs. Yumeko répond avec une détermination farouche qu'elle est prête à affronter absolument n'importe quoi. Motoki décide alors de lui poser une question très importante, mais avant même qu'il ne puisse clairement pris au dépourvu par cette réaction, elle essaie de clarifier la situation, mais Yumeko refuse catégoriquement déjà entièrement, continuant d'insister avec force alors que sur le fait que ses sentiments était simplement de l'accompagner sur la scène inébranlable. Elle accepte d'aller avec lui et il pince le nez pour la visiter cet endroit précis à 16h. Le lendemain, Motoki et Shunzaburo conduisent Yumeko jusqu'au site en question. En chemin, Motoki souligne que cet endroit est situé assez loin à la fois de son domicile et de son lieu de travail. Yumeko admet qu'elle n'a absolument aucune idée de la raison pour laquelle elle aurait pu s'y rendre. Ils arrivent alors devant un vieil hôtel complètement abandonné, tandis que Yumeko fixe le bâtiment, une douleur aiguë et soudaine lui transperce violemment la tête. Les détectives la vérifient immédiatement, mais elle insiste avec force sur le fait qu'elle va parfaitement bien et leur dit qu'ils devraient absolument procéder à l'intérieur. Ils suivent les longs couloirs jusqu'à atteindre leur destination. Shunzaburo lui explique que la police soupçonne Kisuke et Rikako d'être d'une manière ou d'une autre liés à son affaire. Motoki annonce alors qu'ils sont enfin arrivés sur les lieux du crime. Yumeko fait face et se sent particulièrement mal à l'aise en regardant la fenêtre, mais elle s'approche tout de même. Alors qu'elle avance, Shunzaburo la prévient de faire très attention aux traces de dérapage au sol. Yumeko le comprend mal et pense qu'il a prononcé le mot « calmar ». Shunzaburo clarifie alors que les traces de dérapage sont en fait des empreintes de pas ou des marques de traînée. Motoki lui demande quelle est sa pointure de chaussure. Quand elle la lui indique, il souligne qu'il y a 3 empreintes de chaussures distinctes dans cette zone, les siennes, celles d'une autre femme et celle d'un homme. Shunzaburo pointe également du doigt le bord, expliquant que ses empreintes digitales y ont été découvertes, ce qui suggère qu'elle a tenté de s'accrocher. Motoki ajoute que si Yumeko avait réellement eu l'intention de commettre un suicide, elle ne se serait pas agrippée avec une telle désespérance. Alors que Yumeko fixe intensément cet endroit précis, un flash de mémoire refait soudainement surface. Elle se souvient s'être accrochée au bord de toutes ses forces pour sauver sa propre vie. Shunzaburo suggère de mettre fin à l'enquête pour la journée, violemment là qu'elle est clairement en proie à la douleur. Les détectives s'approchent immédiatement, essayant de la réconforter et de voir unique chance de prouver l'innocence de quoi que ce soit. Elle serre fermement la main de Shunzaburo et l'assure qu'elle peut tout à fait continuer. En fouillant profondément dans les recoins de son esprit, elle se souvient avoir aperçu une femme. Cette femme pleurait, mais Yumeko n'arrivait absolument pas à distinguer les mots qu'elle prononçait. Elle leur raconte qu'elle avait été en compagnie de cette femme et que celle-ci avait nié quelque chose, mais Yumeko n'avait pas réussi à la convaincre. Des larmes montent soudainement dans ses yeux. Motoki lui dit alors doucement que c'est suffisant pour le moment, mais Yumeko insiste avec ferveur sur le fait qu'elle peut pousser un petit peu plus loin. Mais Motoki refuse catégoriquement, son ton calme mais ferme, affirmant que se forcer pourrait lui faire bien plus de mal que de bien. Alors qu'il retourne tranquillement vers la voiture, Yumeko aperçoit un magnifique parterre de fleurs de belle de nuit en pleine floraison tout près. Cette vision la fait s'arrêter net. Shunzaburo est surpris qu'elle connaisse ces fleurs, mais Yumeko admet que non et qu'elle les trouve juste étrangement familières, sans savoir pourquoi. Puis elle déclare qu'elle doit absolument s'en souvenir, car elles sont aussi belles qu'elle-même. Motoki leur dit de se dépêcher de rejoindre la voiture. Yumeko s'attarde un instant de plus, le parfum enivrant des fleurs tirant sur quelque chose de très profond en elle. Cette nuit-là, alors qu'elle effectuait sa routine habituelle du coucher, Yumeko réfléchit intensément à tout ce qu'elle a appris.
Elle se demande qui aurait bien pu être les deux autres personnes présentes sur les lieux. L'un d'eux était clairement un homme, mais elle est absolument certaine que ce n'était pas Kisuke. Elle envisage brièvement Hiroki, se souvenant à quel point elle s'était sentie étrangement nerveuse en sa présence lors de son premier jour de retour au travail, bien qu'ils se soient très bien entendus depuis leur voyage d'affaires. Ensuite, il y a Rikako. Elle a l'impression de l'avoir déjà vue auparavant, mais doute qu'elle se soit déjà rencontrée en personne. Étant donné que les détectives ont mentionné que les coupables venaient probablement de son bureau, elle rejette cette pensée. Motoki lui a dit un jour que son ancien moi n'avait ni amis proches, ni relations amoureuses. En se regardant attentivement dans le miroir, Yumeko se demande si cela était réellement vrai. Avec son charme et sa confiance actuelle, elle est convaincue qu'elle devait être très populaire auparavant. Yumeko essaie alors de chercher des preuves de sa prétendue popularité et sort son vieil annuaire scolaire. Elle feuillette rapidement les pages, cherchant désespérément sa photo, mais découvre qu'elle l'avait tellement gribouillée qu'on ne distingue plus du tout son visage. Elle vérifie ensuite les sections des clubs et des activités, espérant trouver une autre photo quelque part, mais il n'y a absolument aucune trace d'elle. Tournant les pages dédiées aux souvenirs, elle espère que quelqu'un lui a peut-être laissé un message, mais la page est désespérément blanche. Elle referme le livre et se dit que peut-être elle était simplement trop intimidante pour que quiconque ose l'approcher. Se sentant affamée, elle décide d'aller visiter un dépanneur. Alors qu'elle parcourait tranquillement les rayons à la recherche d'une petite collation, quelqu'un l'appelle soudainement par son nom. Elle se retourne et aperçoit Hashimoto. Il lui demande si elle se souvient de lui car ils ont fréquenté le même collège. Yumeko demande immédiatement s'ils étaient amis ou s'ils sont sortis ensemble, mais Hashimoto nie rapidement les deux possibilités. Il explique qu'il l'a interpellée uniquement parce qu'il était choqué de voir à quel point elle a changé et est différente maintenant. Yumeko le prend comme un compliment, puis demande avec beaucoup d'enthousiasme s'il se souvient de Il s'excuse de ne pas lui être ses anciens amis, mais Yumeko rayonne de fierté, absolument convaincue que sa beauté devait être bien trop intimidante, même à cette époque-là. Hashimoto commence alors à rire de sa conclusion. Il admet que parler avec elle maintenant est vraiment amusant et rafraîchissant, et s'il avait connu ce côté d'elle auparavant, il aurait adoré être son ami à l'époque. Ils se séparent d'un signe de la main et Yumeko rentre chez elle, se demandant si elle avait eu de bons souvenirs d'école. La plupart de ceux qu'elle se rappelle sont tristes ou effrayants, et elle espère secrètement qu'il y en avait aussi des heureux. Une vieille femme l'interpelle soudainement, et Yumeko lève les yeux pour apercevoir un visage amical. La grand-mère lui demande si elle va bien car elle a entendu parler du fait qu'elle s'était blessée. Yumeko est très surprise que cette vieille femme la connaisse, et la grand-mère se présente alors comme sa voisine d'à côté. Se sentant un peu gênée, Yumeko explique qu'elle a malheureusement perdu la mémoire. La grand-mère compatit sincèrement, mais lui dit que ce changement lui va à merveille, puisqu'elle est devenue si incroyablement belle. Elle lui demande si Yumeko se rend quelque part, étant donné qu'elle est si joliment habillée. La grand-mère rit, visiblement ravie, et dit qu'elle est très heureuse, que Yumeko aime toujours autant manger que collation, et qu'elle comment Yumeko venait autrefois chez elle pour déguster les ohaji qu'elle préparait, mais la mère de Yumeko l'avait finalement réprimandée pour avoir fait prendre du poids à Yumeko, alors Yumeko avait cessé de lui rendre visite. En grandissant, elle avait également cessé de regarder du côté de sa voisine. La grand-mère dit qu'elle s'est toujours sentie responsable et qu'elle voulait s'excuser auprès de la mère de Yumeko, mais Yumeko lui prend doucement les mains. La grand-mère la regarde chaleureusement et dit que la jeune Yumeko avait toujours eu le plus adorable des sourires. Ces moments Yumeko sourit, réconfortée de savoir qu'elle avait bel et bien eu de bonnes souvenirs après tout. Les heureux au revoir et Yumeko rentre chez elle, se sentant pleine de confiance quant au progrès qu'elle est en train de réaliser. Elle est absolument certaine de se rapprocher de plus en plus de la vérité. Alors qu'elle se promène tranquillement dans la rue, un petit chien se met à aboyer après elle. Yumeko suppose que le chien doit la reconnaître, ignorant complètement qu'il est en réalité attiré par les collations qu'elle tient dans son sac en plastique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne manquer aucun des nouveaux épisodes qui sortent chaque semaine.